L'Arcom a été invité par le Conseil d'État à faire en sorte que le pluralisme soit respecté sur l'ensemble des chaînes et des programmes. Comment est-ce qu'aujourd'hui on valide le pluralisme d'opinion dans un univers où finalement les frontières sont brouillées entre l'information et le divertissement? L'infotainment a pris des proportions qui sont inégalées sur les chaînes du PAF et notamment des chaînes Bolloré. Le Conseil d'État se fonde sur la loi de 86 pour dire qu'il faut mieux évaluer le pluralisme d'opinion, la diversité des points de vue, puisqu'aujourd'hui tout est mélangé. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette pastille actu de Mediarama. Nous sommes le 20 février. Alors je sais pas pourquoi je dis la date puisqu'il est pas si a priori il va sortir aujourd'hui, donc je peux citer la date. J'ai toujours un peu cette question de savoir si je dois la citer ou pas. Et pour m'accompagner dans cette pastille actu, j'ai le plaisir de recevoir Cyril Franck. Cyril, bonjour. Bonjour François. Et merci de m'accompagner à nouveau pour cette pastille actu et pour voir un petit peu ce qui se passe sur la planète média. Alors on vous a prévu un menu assez riche, il y a pas mal de news évidemment ces derniers temps. Au sommaire, on va parler de diffusion de la presse, il y a une étude ACPM qui est sortie et puis différents articles un peu sur la diffusion de la presse en France. Je ne vous en dis pas plus, ce sera un des sujets principaux. On va parler également d'un succès que j'ai découvert d'une newsletter sur Substack qui confirme un petit peu la bonne santé de ce modèle notamment. Puis on parlera de l'Arcom, de CNews, du Conseil d'État, un sujet que tu as traité dans la newsletter qui a pas mal fait couler d'encre ces derniers jours évidemment. Donc on pourra rentrer en détail dedans et puis après quelques articles en vrac qu'on a trouvé intéressants, jugés pertinents pour vous les apporter, notamment sur un changement de stratégie chez RMC Sport et puis on peut pas éviter de parler IA. Ouais. Dans Mediarama. Il semblerait. Voilà, il semblerait. Donc, on parlera notamment de Sora, en l'occurrence. C'est parti donc pour cette pastille actu. Le premier sujet, Cyril, qu'on a vu ensemble sur la diffusion de la presse. Une étude ACPM qui est sortie. Alors, le gros chiffre à retenir, et malheureusement, il n'est pas bon. La diffusion de la presse a reculé de 4,7% en France en 2023. Alors avec évidemment des contrastes dedans. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails là-dessus, Cyril ? Alors en fait oui, c'est en nombre de pages vues, la totalité qui concerne à la fois le print et le web. C'est-à-dire qu'on considère, la CPM calcule aussi les pages des PDF pour faire cette estimation globale. Et donc, il y a moins de pages vues, de pages consommées sur l'ensemble de la presse en France. Sachant que elle apporte également d'autres, donc ça c'est tendanciel. Hein. En fait, ouais. Il y a une baisse tendancielle d'à peu près 5 à 6, parfois un peu plus, % des usages en fait en presse papier. Ça c'est tendanciel. Il y a une chose à savoir, c'est que finalement la progression du web n'a pas été tant que ça. En fait, de ce que j'ai pu lire, elle est aux alentours de 3%, ce qui ne compense pas complètement la chute du papier. Voilà, donc ça c'est la tendance globale. Il faut savoir aussi dans cette étude qu'on a deux autres chiffres intéressants. C'est que aujourd'hui la diffusion payée à la fois abonnement print et web représente 46%. Les abonnements correspondent à 46% de la diffusion payée. Ouais. Et l'autre chiffre intéressant, c'est que l'ensemble de ces pages vues, de ces visites, de ces consultations représentent et se font à 85% sur du mobile. Donc ça, qui est vraiment énorme. Hein. Et là, c'est une moyenne. Donc certains font encore plus, etc. Mais c'est toujours intéressant de se situer. En tout cas, 85% de la consultation des pages de la presse sont faites sur des téléphones portables, donc applications ou les versions mobiles des sites.
Voilà, ça c'est vraiment pour dire, on a pendant longtemps dit c'était majoritaire, maintenant ça écrase tout. Ouais. Mobile écrase tout. Quand on fait des interfaces, on ne devrait le faire que sur mobile en fait. Et alors d'un point de vue plus UX, c'est vrai qu'il y a plus de challenge en plus à l'imaginer sur X, c'est plus simple quelque part de l'imaginer en desktop derrière puisque tu as évidemment plus de place. C'est comme ça en tout cas que nous on fonctionne. Et alors dans le détail un peu de ces chiffres, certains quand même s'en sortent bien ou en tout cas ont atteint des milestones intéressants. On pense au Monde notamment qui a franchi les 600 000 abonnés payants et voilà qui diffuse toujours plus ses contenus. Hein. Donc c'est Lou Grasset qui communiquait là-dessus sur LinkedIn. 600 000 abonnés, ça en fait évidemment le numéro 1 en France et de loin. Je sais pas jusqu'à où ils peuvent aller. Ouais, il y a forcément un ralentissement qui va avoir lieu dans les années à venir, je pense. D'ailleurs, ils l'ont un peu senti ces derniers temps. Ils ont été encore meilleurs sur le marketing édito. Je crois qu'ils travaillent beaucoup aussi sur la rétention. Ouais. C'est bien quand même la clé du business au-delà de la conquête. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que le Monde a progressé aussi en nombre de pages vues et de diffusion. Eux-mêmes. C'est-à-dire qu'eux, ils grignotent par contre sur les autres. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est dans une conquête d'abonnés, il ne faut pas perdre de vue l'audience. Ouais. C'est que les deux sont liés. Et donc là, on voit très bien que la progression se fait aussi grâce à cette diffusion et à cette combinaison intelligente entre les contenus gratuits qui montrent la qualité du produit qu'on a et derrière la motivation d'achat sur des papiers déclencheurs qui vont susciter l'acte d'achat. Ouais, donc de la qualité, de la qualité, de la qualité. Un petit focus aussi que je souhaitais faire, puisqu'il y a eu pas mal d'articles ces tout derniers jours sur la presse du dimanche, comme on dit, les hebdos du dimanche, ou la presse du 7e jour. Il y avait plein d'expressions. Avec notamment Le Parisien, qui tire bien son épingle du jeu. Il semblerait que alors que c'est celui dont on parlait le moins, puisqu'évidemment, je fais référence à la sortie de la Tribune dimanche, qui était censée couler le JDD nouvelle formule, avec l'arrivée d'un nouveau rédacteur en chef. En l'occurrence, le JDD a un peu baissé quand même. Il y a les ventes sont en baisse, mais ce que tu notais, c'est que c'est difficile de tirer des tendances. Ouais, c'est compliqué parce que effectivement les ventes sont en recul de 7%, semble-t-il, mais le titre a enregistré 40 jours de grève. Ouais. Donc sur l'année, puisque c'est 7% des ventes sur l'année. Donc c'est difficile d'aujourd'hui de dire est-ce que c'est vraiment le changement de ligne édito. On pense à bien sûr la reprise par Geoffroy Lejeune qui vient de Valeurs Actuelles. Et donc voilà, on verra plus tard si effectivement c'est la ligne qui a été impactée ou pas. Ouais. Et donc cette arrivée de Geoffroy Lejeune effectivement avait entraîné l'éclosion, la sortie d'un nouveau titre, la Tribune du dimanche, qui avait vraiment démarré en fanfare. Je crois qu'ils étaient à près de 60 000 exemplaires. Ça a un peu baissé à près de 30 000. Il y a un article des Échos qui en parle. Donc ils accusent un petit peu le coup. Mais bon, après, faut quand même tirer le chapeau au lancement d'un titre dont on parle quand même beaucoup, qui a réussi, je pense, à tirer son épingle du jeu. Il y a eu cet appel d'air, effectivement, qui leur a bien profité. En tout cas, tout ça est une preuve que la presse respire encore, qu'on peut encore faire des lancements, on peut progresser. Donc, chapeau aussi quand même au Parisien dimanche, qui a vraiment signé une progression de plus de 5% sur son hebdomadaire magazine. Qui réussit à garder un peu l'ADN. Je sais pas si tu lis le Parisien dimanche, si c'est ta cas, mais en tout cas, c'est quelque chose, il est dans la formule. Je trouve que t'as l'ADN du Parisien, peut-être un peu moins populaire que le quotidien, mais qui apporte vraiment d'un point de vue service, qui est vraiment un beau titre dont on n'a pas beaucoup parlé, je trouve, lorsqu'il y a eu cette histoire un peu Tribune du dimanche et JDD. C'est vrai, c'était complètement sorti des radars finalement, le combat indirect contre l'Empire Bolloré, finalement, a attiré tous les regards. Ouais, Saadé, Bolloré, c'est un peu ce dont on a parlé. C'était un peu ça. Oui, je pense qu'effectivement, à mon avis, la Tribune du dimanche a fait l'erreur, à mon avis, de saisir une opportunité purement. Il y avait un trou d'air, comme tu dis, et peut-être pas assez travaillé sa proposition éditoriale. Ouais. Pour la rendre vraiment distinctive. Ça restait quand même un hebdo du dimanche classique avec un peu le panel d'offres généralistes, culture, etc. Je pense qu'ils auraient pu peut-être travailler davantage leur spécificité. Et là, du coup, on considère sur le marché français qu'il y a trop finalement d'hebdos du dimanche. Donc, c'est un petit peu comme les news magazines. Depuis des années, moi, depuis que j'étais étudiant en journalisme, on nous disait qu'il y avait trop d'hebdos
magazines en France. 4, c'était beaucoup trop. Après, même, à un moment donné, c'était même 5. C'est pareil pour les hebdos du dimanche. Sur les magazines du dimanche, il y en a trop. Donc, si on décide de se lancer, il faut vraiment apporter quelque chose de différent. Ouais, c'est vraiment la bataille des journaux du dimanche. En tout cas, on suivra ça. C'est assez intéressant. On enterrait le JDD. Il est quand même toujours là, toujours puissant. Voilà, donc, à suivre un peu cette bataille. Autre sujet, on traverse l'Atlantique. Je me suis noté un beau succès pour une newsletter sur Substack. Ça s'appelle Ankler Media. A-N-K-L-E-R, l'insolent succès sur Substack. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une newsletter sur le monde de l'entertainment américain, présente sur Substack. C'est assez B2B, évidemment, puisque c'est sur l'entertainment, mais ça parle vraiment des acteurs de cette industrie-là. 74 000 abonnés à son offre de newsletter et totalise sur 2024, donc en un mois et demi, $1 million de revenus. C'est une newsletter qui existe depuis 2017 et compte faire 10 millions en 2025. Donc une stratégie payante pour un média digital qui est fait les poches grasses de Substack, puisqu'évidemment on rappelle leur modèle économique. Nos amis de Substack prennent entre 5 et 10% du revenu généré par les créateurs de newsletters. Donc voilà, il suffit d'avoir quelques newsletters comme Ankler Media pour évidemment faire le carton plein. Je trouvais ça intéressant puisque ça montre quand même toujours la bonne santé et de ces formats newsletters via Substack. Je rappelle qu'ils sont 6. Donc je rappelle où je vous l'apprends, ils sont 6 et ils font $1 million de revenus là en un mois et demi. Donc c'est assez colossal. Et puis d'après ce B2B, quand on a des bonnes infos bien distribuées, on a une proposition de valeur forte et ça marche. Ouais, il y a pas de doute pour moi sur le modèle économique de la presse spécialisée B2B quand elle est de bonne qualité, qu'elle rend un service. Et là, en l'occurrence, le service, c'est comment dans l'univers de l'entertainment, de la distribution culturelle américaine et mondiale, comment est-ce qu'on s'en sort face à tous ces challenges numériques, etc. Quelle solution on apporte? Qu'est-ce qui fonctionne? Vraiment, on est sur un modèle très, très concret, très précis, très efficace, qui rend des services à ses utilisateurs. 60% de leur revenu vient du sponsoring et 40% des revenus directs d'achat. Des abonnements. Ouais. Donc, j'ai pas de doute par rapport à ça, que ça soit. Alors, effectivement, plus des plateformes comme Substack permettent d'économiser énormément sur les frais, puisqu'on n'a pas la plateforme à gérer, et ça leur permet de faire fonctionner ce modèle avec 6 personnes, ce qui est particulièrement rentable. Mais néanmoins, je veux dire, n'importe quel titre qui serait positionné sur la même proposition de valeur, avec le même type de service, fonctionnerait aussi, et fonctionne aussi. La FNPS, la Fédération nationale de la presse spécialisée, a des tas de titres qui fonctionnent très bien. Voilà, en plus numérique, donc pas les frais de papier, de distribution, etc. Toutes ces charges qui pèsent sur la rentabilité des titres. Mais la question se pose sur les titres plus généralistes, sur la presse d'information généraliste. Et là, à mon avis, Substack, c'est plus compliqué. C'est assez clair. Je partage évidemment tout ce que tu dis et on va essayer de mettre en avant plus de titres de la FNPS, voir la FNPS en 2024. Je pense qu'il y a quand même de très belles choses et très beaux modèles à aller chercher, des médias qui sont pas forcément toujours très connus, à part de leur cible, pour qui souvent c'est des must-read, des must-have, et donc avec très peu de churn, donc des choses assez intéressantes. On ira faire un tour du côté de cette presse, c'est promis. Troisième sujet identifié pour vous, Arcom, CNews et le Conseil d'État. Alors, la séquence a commencé la semaine dernière avec la publication de la décision du Conseil d'État, donc le plus haut organe en France. Ce dernier avait donc été saisi par RSF, Reporters sans frontières, concernant le manque de pluralisme de CNews sur leur plateau de télévision. Et donc depuis la semaine dernière, le Conseil d'État a demandé à l'Arcom de faire désormais dans les prochains 6 mois, les 6 prochains mois, de mettre en place ce pluralisme d'opinion sur toutes les chaînes de télévision. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Cyril ? Alors, l'Arcom a été invité par le Conseil d'État à surtout faire en sorte que le pluralisme soit respecté sur l'ensemble des chaînes et des programmes, pas simplement sur les programmes d'information. En l'occurrence, par exemple, je pense que ce qui est visé, c'est beaucoup plus touche pas à mon poste que les programmes de CNews. JT, Voilà, il y a d'une part cette question-là de comment est-ce qu'aujourd'hui on valide le pluralisme d'opinion dans un univers où finalement les frontières sont brouillées entre l'information et le divertissement. L'infotainment, qui est pas nouveau, qui a été inventé dans les années 90 par des gens comme Ardisson,
a pris des proportions qui sont inégalées sur les chaînes du PAF et notamment de chaînes Bolloré. Donc effectivement, cette question, c'est comment aujourd'hui le Conseil d'État se fonde sur la loi de 86 de l'audiovisuel du 30 septembre 1986 pour dire il faut mieux évaluer le pluralisme d'opinion, la diversité des points de vue, puisqu'aujourd'hui tout est mélangé. Donc en fait, le principe, il n'a pas changé. La question, c'est aujourd'hui comment on mesure et comment on justifie, comment on va contrôler ce pluralisme d'opinion sur l'ensemble des programmes. C'est là que certains s'inquiètent en disant attendez, on ne va pas calculer toutes les paroles qui sont exprimées par un tel ou un tel, les animateurs, comment vous allez les classer, comment fait-on ? Oui, c'est compliqué. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, comme c'était restreint finalement aux émissions politiques, c'était simple, il suffisait de calculer. Oui, puis c'était des intervenants, tu sais de quelle partie ils sont, tu sais dans quelle case. Ils étaient labellisés, ils étaient auto-labellisés de droite, de gauche, du centre, etc. Aujourd'hui, on leur demande, l'inquiétude porte sur, attends, on ne va pas ficher tout le monde, demander aux gens sur tous les programmes quelles sont leurs opinions et machin. Donc, en fait, la question, elle est aujourd'hui, la pierre, elle est dans le camp de l'Arcom. Mais je crois qu'on se fait beaucoup on a raison de s'inquiéter de cette dérive potentielle. Néanmoins, je pense qu'on se fait beaucoup d'inquiétudes pour pas grand-chose. En réalité, l'Arcom va surtout valider les excès de déséquilibre. Et va du coup, je pense, formuler les choses de façon à dire non, il ne s'agit pas de mesurer la parole de chacun. En revanche, sur les questions d'opinion controversées, il est important de garder un équilibre, pas forcément un équilibre d'ailleurs, une diversité, une pluralité de points de vue. C'est pas forcément un équilibre, parce que là aussi il y a une critique qui dit attendez, il y aura plus de ligne édito, vous allez niveler tout le monde devra avoir. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit juste de dire on peut pas simplement se faire le relais massif et unilatéral d'une opinion. En gros, je donne un exemple au hasard. Les immigrés coûtent énormément à la société française. Si on a ce point de vue qui s'exprime sur un plateau, pourquoi pas ? Il faut qu'il y ait un point de vue contraire qui dise si on regarde l'ensemble des coûts et des biens et de ce qu'apporte aussi l'immigration, c'est un peu plus compliqué. Solde positif. Il faut y avoir un solde soit positif, soit en tout cas le tableau est un peu plus nuancé. Donc c'est surtout ça que l'Arcom est conduit à faire, et donc toute la question de savoir comment il va procéder. Je pense que ça va être par des analyses, comme avait pu le faire Claire Secaille, la chercheure du CNRS, qui avait fait un petit rapport assez exhaustif du traitement de Touche pas à mon poste durant la séquence présidentielle, en montrant à quel point le déséquilibre dans les invités de toute nature était au bénéfice des positions d'extrême droite. Ça pourrait être un travail comme ça ponctuel sur certaines parties des programmes, ou alors un contrôle a posteriori sur autosaisine. Mais voilà, il n'y a pas de crainte, je pense, vraiment à avoir. Sur la liberté, etc. Sur la liberté. C'est un peu ce que les gens craignent. Soit un système trop usine à gaz et qui soit impossible à mettre en place, soit effectivement un peu une atteinte quelque part à la liberté. En tout cas, c'est ce que les défenseurs, notamment de CNews, disent. Voilà, ça va être trop d'ingérence et ça va être compliqué. Non, je pense que chacun pourrait garder sa ligne édito et avoir ses points de vue. Ça, c'est important. Néanmoins, il est important aussi de bien comprendre que l'audiovisuel, la loi de 86, elle se fonde sur l'idée que les audiences, les fréquences télé sont rares et qu'elles appartiennent aux contribuables. Elles sont payées par le contribuable. C'est pas le même régime que la presse, où on a des individus privés qui utilisent leurs propres ressources pour exprimer leurs opinions. Là, on a une rareté qui justifie que, dans ce cadre-là, toutes les opinions, celles qui sont représentées par les citoyens qui financent, doivent être représentées. Après, il peut y avoir des lignes éditoriales différentes, et ça, c'est bien. Et rien n'empêche qu'on puisse à la fois avoir du pluralisme et également des points de vue bien précis qui s'expriment. C'est juste que ça ne doit pas être unilatéral. Ok, écoute, et c'est quoi les prochaines étapes là-dessus ? On attend on attend la mise en place. Exactement. Quel dispositif il va mettre en place ? Bonne chance à l'Arcom. Grosse pression sur l'Arcom de sortir quelque chose qui fonctionne, que tout le monde accepte et qui, comme je dis, soit pas une usine à gaz. Je pense que, en tout cas, j'en sais rien, on verra comment il va réagir, mais je pense que il va falloir être assez mesuré sur la façon de le contrôler, c'est-à-dire de se dire on va à certains moments faire des contrôles exhaustifs avec une analyse quali de telle ou telle séquence, et à partir du moment où il y a vraiment disproportion, déséquilibre manifeste, et là la question c'est manifeste, en jurisprudence ça veut dire des choses précises, ça veut dire réitéré, ça veut dire avec des éléments probants, le nombre d'invités déséquilibrés, ou justement l'absence de contradiction, tous ces éléments vont être mis sur la table, et à un moment donné il y aura, comme le système actuel, ni plus ni moins, un avertissement, une amende
et possiblement, in fine, ça n'a jamais arrivé pour l'instant, un retrait d'autorisation. Voilà, donc il y a pas, enfin, je crois qu'il y a beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Il y a une situation qui a changé parce que la façon de faire de l'information a changé, et le mélange des genres justifie qu'on change la règle. Maintenant, effectivement, il faut être aussi vigilant à ce qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain et qu'on n'atteigne pas à l'ensemble des libertés. Mais c'est pas l'intérêt, c'est l'intérêt de personne. Je pense pas, et ça représente en plus du monde. Il y a quand même des succès derrière, des audiences, etc. Donc il y a aussi des. Oui. Tu peux pas, voilà, t'ériger et tout arrêter. Comme tu l'as dit, ce nouveau modèle, il est là. Il dure, ce mélange des genres, qu'on le veuille ou pas, c'est la nouvelle norme quelque part. Oui, et puis, il n'y a pas que CNews qui est visé dans cette histoire. Il y a aussi le traitement de l'ensemble des chaînes. Non, mais tu sens bien quand même que c'est CNews qui est au cœur de toutes les discussions, tous les débats, et que c'est son succès quelque part qui fait qu'aujourd'hui, on parle à ce point-là de pluralisme. Alors, il y a leur succès et il y a aussi l'utilisation, effectivement, à des fins politiques. Mais au-delà de CNews, je pense vraiment que c'est dans l'intérêt de l'ensemble des chaînes du service d'information, public et privé, d'avoir des règles qui permettent cette pluralité, et y compris sur le service public. Je veux dire, et sur d'autres chaînes d'information en continu, c'est pareil. On a vu aussi des dérives où on voyait s'exprimer, par exemple, des populistes, des anti-vax, des anti-sciences, qui s'expriment de façon unilatérale sur des sujets controversés. Là, c'est pareil. Il ne s'agit pas de politique. Là, il s'agit juste de services d'information et de qualité d'information. Ouais. Donc, là, en l'occurrence, le Reporter d'Espoir avait agi à la fois sur la question du pluralisme, mais aussi sur l'honnêteté de l'information. Ouais. Sur l'honnêteté de l'information, ils n'ont pas apporté assez d'éléments pour que le Conseil d'État se prononce. Mais en réalité, il y a aussi cette question. Est-ce qu'à un moment donné, quand on fait venir des gens qui sont masqués, je pense par exemple à touche pas à mon poste, des gens qui sont prétendument masqués, qui sont prétendument des policiers, qui en fait n'en sont pas, etc. Il y a un problème de qualité. D'ailleurs, à cette occasion, l'Arcom avait fait une remontrance à touche pas à mon poste, mais à un moment donné, quand c'est réitéré, quand c'est systématique, la qualité de l'information justifie qu'on change un peu les règles. Ouais. Eh ben, écoute, hyper clair. On va suivre ça parce que c'est un sujet hyper important pour notre démocratie. Ouais, tout à fait. À ces cadres, et bonne chance aux amis de l'Arcom là-dedans pour sortir des choses. Ouais, c'est un beau cadeau à Roch Olivier Mestre qui voulait partir justement validant la reconduction finalement presque automatique des autorisations. Et là, je pense qu'il y a un petit travail pour lui avant de partir à la retraite. Exactement, ça risque d'être assez intéressant. Rendez-vous dans 6 mois maximum pour voir un petit peu ce qu'il nous propose, quel cadre de travail là-dessus ils vont proposer. En vrac maintenant, quelques news. Alors notamment, on l'a vu sorti la semaine dernière, donc c'est pas hot news de ces 2 derniers jours, mais quand même jeudi dernier, OpenAI qui a annoncé la sortie de Sora, son nouveau module qui permet de générer des vidéos en IA générative à partir d'un simple prompt. C'est absolument pas encore accessible, hein, donc pour le moment il y a un certain nombre de vidéos qui sont disponibles sur le site, et un certain nombre de personnes y ont accès, et on voit passer sur X notamment pas mal de vidéos. Je sais aussi que Sam Altman, donc le PDG de OpenAI, prend en requête des prompts et publie les vidéos qui correspondent. C'est totalement bluffant, impressionnant, flippant, on peut dire ce qu'on veut. A priori, toutes les vidéos publiées n'ont pas été retouchées. Alors j'imagine qu'il y a peut-être du retravail de prompts, mais c'est hallucinant les progrès qui ont été faits en un an. Hein. Je me souviens, je sais pas si vous avez vu passer il y a un an des premières vidéos où on voyait Will Smith manger. Oui. Et c'était atroce, c'était un peu un monstre, une espèce de chimère et en un an, c'est juste hallucinant. Donc ça pose évidemment plein de questions. Ouais, alors il y a effectivement aussi des tas de défauts encore aujourd'hui avec de la duplication de membres. Il y a des tas de problèmes d'hallucination encore visuelle, mais ça y est, on y est en fait. On voit bien que probablement d'ici pas très très longtemps, on va arriver à produire des vidéos automatisées ou semi-automatisées qui seront produites par génération. Donc, ça pose la question aussi des fake news. Fake news puissance 1000. Ouais. C'est toujours ça, parce que les fake news existent, ces techniques existaient, mais c'est la facilité, la puissance en fait maintenant qui peut interroger. Oui, il y a une société, je me rappelle plus de son nom, qui a aussi derrière généré le son derrière ces vidéos.
avec des environnements sonores, pareil, générés de façon automatique par des prompts. La combinaison des deux rend beaucoup plus facile la génération de fake. Donc, dans un contexte géopolitique compliqué, de manipulation de tous les camps et aussi d'exploitation commerciale, potentiellement de scams et autres arnaques, ça pose une question. Voilà. Et puis, au-delà de la question des fakes, se pose la question de l'emploi. Ouais. Parce que là, très clairement, alors je sais justement en préparant, il y a déjà les prix en moyenne dans les productions vidéo ont été baissés parce qu'en fait les free ont de la concurrence, sont obligés de tirer les prix vers le bas. Donc oui, quand tu vois la qualité de ces productions, tu te doutes bien que demain tu pourras pas maintenir tes prix ou alors faudra faire vraiment autre chose. Ouais, et puis d'un point de vue purement comptable, il y a moins de monde. On va gagner en productivité, donc forcément moins de travail en quantité. Donc, si on fait le calcul, ça va coûter des emplois. Ouais. Aujourd'hui, il y a plein d'études qui disent qu'il y aura un impact important de l'IA sur les emplois en général, quel que soit le sujet, quel que soit le domaine. Et d'autres études disent oui, mais aujourd'hui, il y a des emplois qui ne sont pas encore créés, qui vont être générés comme à chaque fois qu'il y a une innovation technologique. C'est vrai, ça a toujours été le cas. Jusqu'à présent, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que, effectivement, on peut pas mesurer aujourd'hui les emplois qui n'existent pas encore. Ouais. Mais simplement, il faut se dire que pendant quelques années, en tout cas, il va y avoir un trou d'air. Entre le moment où les métiers finalement perdent des emplois et où on recrée des métiers, eh bien, il va y avoir un trou d'air. Et puis, deuxième chose, c'est même pas sûr. Jusqu'à présent, ça a toujours été le cas. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que de nouveaux métiers vont compenser en nombre? Parce que c'est pas juste une question de nouveaux métiers. Oui, le contrôleur, l'expert prompt, ou je ne sais pas quel métier va être imaginé, il y en aura. Mais dans quelle quantité? Oui, ça c'est la grande question. Il y a toujours, après, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Je sais qu'il y a eu une interview de Sundar Pichai, le PDG de Microsoft en France, qui lui dit toujours, on voit pas, il y a des métiers, par exemple, il y a 20 ans, personne ne pensait que il y aurait des créateurs YouTube qui gagneraient leur vie, voire des millions. Personne l'imaginait. Donc, il y a toujours des côtés positifs, des impacts positifs, etc. Je suis pas en train de dire qu'attention, tout va être magique, mais je pense qu'il y a plein de métiers auxquels on ne pense même pas qui vont arriver et qui vont émerger. Après, est-ce que d'un point de vue purement comptable, la destruction sera compensée par on n'en sait rien, mais moi, il y a quand même un indice qui me marque, c'est que on a eu le même discours dans les années 80 face à la désindustrialisation. On a dit, aujourd'hui, il faut arrêter le secteur secondaire, on va aller sur le secteur de l'intelligence, le secteur tertiaire, et tout ira bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a vu l'augmentation du taux de chômage en France qui est passé de 3 ou 4%, 4,5% de façon structurelle, à 10, 12, voire 15% pour les jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé là? On a une destruction d'emplois qui n'a pas été compensée. Alors, elle n'a pas été compensée. Certains disent, oui, il y a aussi des emplois qui ne sont pas pourvus. En réalité, il y a eu un défaut structurel d'emploi. Donc, ce qui s'est passé dans les années 80-90, qui explique aussi aujourd'hui les difficultés actuelles, et en partie l'augmentation de la popularité des extrêmes, c'est peut-être aussi ça qu'il y a derrière ces innovations. Donc, je ne veux pas être négatif et dire c'est pourri et ça va forcément conduire à du chômage, mais enfin, il faut garder ça à l'esprit. Il y a aussi la répartition de la valeur derrière dans le travail. Effectivement, s'il y a moins d'emplois, comment on répartit la valeur de cette productivité qui est générée? Ouais, donc pareil, ça c'est des choses qu'on va tenter de suivre, de couvrir. Je mettrai dans les notes de l'épisode quand même aussi un article qui est une prise de parole, donc j'ai lu sur Presse Gazette de Dominique Young, je ne le connaissais pas, qui est assez positif lui sur en tout cas les opportunités que peut représenter l'IA pour les médias. Il dit il faut être prêt à saisir les opportunités, notamment sur les droits d'auteur, puisqu'il y a plein de questions sur les droits, et qui exhorte un peu l'industrie à agir rapidement pour se préparer à l'avenir, en disant qu'effectivement, les grandes entreprises technologiques, elles ont bénéficié d'exceptions aux droits d'auteur. On leur a permis un peu de faire ce qu'elles voulaient, d'exploiter gratuitement tout le contenu créé par l'industrie des médias, et qu'il faut rétablir l'équilibre en imposant des obligations de respect du droit d'auteur aux entreprises d'IA. Donc se mettre ensemble, il y a des formidables opportunités, et que les droits d'auteur sont un peu, l'article est assez bien écrit, les fondations invisibles de l'industrie des médias. Le droit d'auteur, c'est la base, donc il faut se battre becs et ongles, il faut se réunir, il faut se combattre ensemble pour remettre le droit d'auteur sur la table et se faire payer là-dessus, puisque évidemment, dans un monde
par l'IA, dominée par l'IA en tout cas, ou la production derrière, il faut bien savoir qu'elle a été entraînée sur nos contenus et que, Bien sûr. etc. Donc, je mettrai cet article de Presse Gazette dans les notes de l'épisode. Il apportait, je trouve, un peu d'espoir pour les médias face à ce raz-de-marée de l'IA. Autre petit sujet, un peu rien à voir, c'est un article de la Revue des médias de Florine Amanta qui parle du changement de programmation de RMC Sport avec une chaîne payante dédiée au MMA. Alors le MMA, c'est le Mixed Martial Arts, donc c'est un sport de combat et qui cartonne chez les jeunes. C'est vraiment, ça cartonne en France, ça cartonne dans le monde. Il y a de plus en plus de combats, c'est très structuré, qui a bien le vent en poupe, donc, et qui évidemment coûte nettement moins cher que les droits du foot, etc. Donc, RMC qui abandonne un peu sa stratégie omnisport et qui assume sa spécialisation, donc c'est-à-dire sur la revue des médias. Je sais pas si ça t'inspire quelque chose, cette news. Bah, il y a effectivement des tendances comme ça à finalement spécialiser, aller chercher sur des spécialités parce que la concentration, on revient sur ce qu'on observe sur les médias en général, c'est-à-dire qu'une concentration telle sur les événements majeurs avec une hausse des tarifs incroyables, exorbitants, que ça reste, aujourd'hui il faut aller chercher des créneaux annexes sur des sports qui sont pas forcément les premiers. Par exemple, qu'est-ce que j'ai vu également, que il y a eu un partenariat sur le catch entre le rachat par une plateforme, c'était Spotify je crois, ou je sais plus. C'est Netflix, pardon, qui a racheté les droits du catch aux États-Unis. C'est pareil, on en a parlé dans une pastille actuelle. C'est extrêmement intéressant de voir à quel point finalement, alors c'est très populaire le catch aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez gros, mais néanmoins c'est pas le foot quoi, c'est pas à niveau mondial. Donc on va aller chercher petit à petit des droits annexes sur des sports ou des activités qui permettent de retrouver de l'usage, de l'audience, de l'intérêt, et notamment sur le direct, parce que le sport, c'est ça l'intérêt du sport, c'est de réactiver de l'engagement sur le direct, et le direct n'est pas mort en fait. On a c'est le sport, voilà, c'est vraiment le bon exemple. Je pense que c'est une des rares fois où je regarde la télévision en direct, c'est quand il y a du sport. Et tout le monde, les jeunes générations aussi. Donc en fait, la question c'est est-ce que le direct, est-ce que la télé d'hier de papa est morte? Eh ben elle est pas morte, mais par contre elle est beaucoup plus réduite sur des périodes et des sujets précis, effectivement, sur des temporalités politiques, des événements sportifs. Et là, oui, effectivement, on retrouve de l'usage en temps réel, et c'est important de garder cet usage. C'est pour ça que les plateformes s'y mettent. Très clair. Donc voilà, beau move de RMC sur le MMA. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette pastille actu. Eh ben écoute, c'était super. C'était super grâce à toi, Cyril. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette pastille jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine. Merci, salut, et salut bientôt. Cyril. Au revoir, ciao. Merci. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.